vous lire un extrait de... Déjà, je vais vous présenter le livre qui s'appelle « De l'influence du lancer de millibars sur l'engagement humanitaire », titre un peu abscon, mais qui s'explique par effectivement un problème technique dans une chambre d'hôtel. Le héros se débarrasse d'un millibar, le fait tomber par la fenêtre et du coup a de sérieux problèmes avec sa hiérarchie. Le héros qui est journaliste. Et pour le punir, comme c'est un critique musical, il est envoyé aux informations générales. Ce qui est donc beaucoup moins drôle, évidemment. Et là, c'est le premier reportage qu'il fait avec un photographe qui s'appelle Hassan. Le héros s'appelle Arthur. Et ils arrivent sur l'évacuation d'un campement de réfugiés. Donc le livre commence à peu près par ça. Hassan jugea plus prudent de garer son scooter rue Colincourt. Il avait passé la veste rapiécée de son homme de ménage que son homme de ménage utilisait pour nettoyer les fenêtres et pris un Canon entrée de gamme qui, espérait-il, n'attirerait pas trop l'attention. Arthur remonta le zip de son blouson en frissonnant. Il faisait trop froid pour traîner dans les rues et dormir dehors. En traversant la rue Ordonneur, ils aperçurent des tentes dressées au milieu du square. Une trentaine de Quechua, 1 et 2 places. Hassan se demanda à quel moment sa vie avait déraillé. S'il avait pris le bon aiguillage, il serait en train de photographier des top modèles à Miami avant d'aller piquer une tête dans l'océan avec 2 ou 3 créatures de rêve qui se battraient ensuite pour passer la nuit dans sa suite. Au lieu de ça, il avançait en traînant les pieds dans une forêt de tentes. Hassan avait toujours détesté le camping. Arthur passa le portillon du square, sa carte de presse à la main. Des tables avaient été installées sous le kiosque qui servait de cuisine en plein air. Plusieurs groupes de sans-papiers discutaient assis sur les bancs du square. Les regards se braquèrent sur eux et un moustachu avec un brassard médecin du monde vint à leur rencontre. Arthur se présenta en montrant sa carte de presse. Il était temps que les journalistes se déplacent et surtout la presse de gauche. Ici, c'est un véritable scandale sanitaire. Venez, je vous fais visiter. Arthur et Hassan suivirent le moustachu vers les tentes qui étaient installées derrière le kiosque. Hassan prenait des photos à la dérobée comme un paparazzi qui a peur de se faire repérer par sa cible. Précaution inutile puisque les réfugiés avaient tout intérêt à médiatiser leur naufrage dans le 18e arrondissement à Paris. Arthur sortit son calepin de reportage et vit sur la dernière page utilisée quelques annotations sur un concert au Midem qui lui rappelèrent des temps plus cléments. Mais ce n'était pas le moment de s'apitoyer sur son sort. Au contraire, il sentit comme une bouffée de haine lui dilater les synapses. Il allait montrer à Décroix, le rédacteur en chef, ce que c'était qu'un papier en situation, du sang, des larmes, il allait lui en mettre plein la vue. Le moustachu s'appelait Alan, il était responsable du groupe d'intervention de MDM, Médecins du Monde, pour l'Est de Paris. De retour d'une mission de 6 mois à Kaboul, il avait été sorti de son congé de décompression pour gérer le square Clignancourt. Il répétait « L'Afghan est une réalité que je connais bien », comme si quelqu'un avait mis en doute ses compétences. Il n'était pas médecin, mais logisticien. C'est lui qui avait fourni les tentes quand les réfugiés s'étaient rassemblés dans le square au début de l'automne. Pourquoi là? Personne n'en savait rien. Les premiers arrivés étaient déjà repartis et d'autres avaient suivi. Les bâches de plastique avaient été remplacées par de vraies tentes au premier froid. Alan était arrivé début novembre et il avait installé son bureau sous la plus grande tente Quechua, une des 4 places montées près du bac à sable. Il souleva le rabat et les invita à entrer. À l'intérieur, une table et 3 chaises en formica à la propreté douteuse. Hassan regretta aussitôt de ne pas avoir changé de pantalon et il s'assit sur une fesse en face d'Alan pour le photographier en légère contre-plongée. Il remarqua qu'il avait un poil qui sortait de sa narine droite et qui rejoignait sa moustache, ce qui dessinait une courbe intéressante. Arthur écoutait les réponses d'Alan en hochant la tête d'un air pénétré. Il posait ses questions avec une voix qu'Hassan ne lui connaissait pas, plus assurée, plus métallique, une voix de professionnel. Alan leur expliqua que la plupart des réfugiés venaient de la région de Kandahar, au sud du pays, et il disait avoir fui les talibans dont il racontait les exactions avec force détail. Impossible de savoir si c'était vrai, mais c'était plausible. Alan ajouta qu'il n'était pas là pour vérifier leur CV, mais pour essayer d'organiser ce bordel ambiant. Une expression de lassitude assombrit son visage, mais il reprit vite une attitude plus combattante. Et il fait quoi le gouvernement? C'était bien la peine de voter à gauche. On alerte tous les jours et on nous balade en nous proposant des solutions d'hébergement d'urgence. Mais c'est pas des clodos, ces gars, ils sont réfugiés politiques, merde. On leur donne des papiers et qu'ils aillent bosser, ils demandent que ça. Et si la température descend à -10 la semaine prochaine, on fait quoi? On les laisse crever dans leur temple? Je suis vraiment écœuré. Alan se leva en grimaçant de douleur. Il avait attrapé un tour de rein en déplaçant une palette de boîtes de conserve la semaine dernière. Il se massa les lombaires et proposa à Arthur d'aller rencontrer des Afghans.
J'en ai quelques-uns qui baragouinent un peu en anglais. Sinon, je maîtrise le patchoun et je pourrais servir d'interprète. » Ils se dirigèrent vers un groupe de 4 Afghans assis sur un banc en face du kiosque. Ils étaient tous jeunes, entre 20 et 30 ans, habillés de la même manière, des jeans, des chaussures montantes, des vestes matelassées et des bonnets de laine. Le premier auquel Alan s'adressa se leva d'un bond. Daoud avait le sens de la hiérarchie. Chacun de ses interlocuteurs pouvait être un sauveur potentiel, alors autant se présenter sous son meilleur jour. Il raconta son départ de Kandahar avec ses 3 compagnons cachés dans un camion, la traversée de l'Iran jusqu'à la frontière turque, puis les semaines de marche jusqu'à la Méditerranée, l'attente d'un bateau pour l'Europe, la séparation avec les 3 autres qui voulaient rester à Istanbul, les cales du vraquier, l'arrivée à Thessalonique, les camions qui vous prennent et vous jettent au milieu de nulle part, l'agression en Slovaquie, il montra une estafilade sur son avant-bras droit, l'hôpital dont il s'enfuit avant d'être arrêté, la marche de nuit jusqu'à Trieste, le sac volé dans le train, la frontière française, le contrôle du billet, la fuite en gare de Dijon et l'arrivée à Paris, qui ne devait être qu'une halte sur la route de Londres. « But I'm here since 3 months », dit-il en soupirant. Hassan se demanda s'il avait bien entendu. Comment pouvait-on traverser autant d'épreuves et être encore en vie? Il soupçonna Daoud d'avoir un peu enjolivé son récit. Un coup de vent fit faceiller les tentes dressées juste derrière. Il s'imagina dormant là, par terre, la tête posée sur sa veste roulée en boule, et il frissonna. Des gobelets de thé circulèrent dans le groupe. Arthur en prit un qui lui brûla les doigts. Il détestait le thé, mais trempa quand même ses lèvres. Le goût était infect. Il se demanda comment s'en débarrasser lorsqu'une clameur retentit à l'autre bout du square. Une trentaine de CRS repoussaient les Afghans vers le kiosque. D'autres flics surgirent de la rue Ordonneur et de la rue Hermel pour bloquer toute retraite. Alan se décomposa. Putain, les enculés! Il courut vers la aide CRS qui ceinturait maintenant le square en hurlant « Laissez-les !» Hassan mitraillait la scène. Arthur lui fit signe de le suivre. Ils traversèrent le square alors qu'une échauffourée éclatait devant le bac à sable. Un Afghan refusa de s'aligner avec les autres et il flanqua un coup de pied à un flic. 3 matraques l'atteignirent au même moment et il s'écroula au pied du toboggan, déclenchant un mouvement de recul des autres Afghans. Un CRS qui avait l'air d'être le chef fit grésiller un mégaphone « Rassemblez-vous près du kiosque ». Alan se précipita sur lui, l'empoigna par le col de son uniforme. Mauvaise idée, pensa Hassan. D'une pichenette, le CRS l'envoya au sol, où il se contorsionna grotesquement. « Au secours, il m'a frappé, vous êtes témoin !» Alan grimaçait comme si une bombe antipersonnelle venait de lui arracher les 2 jambes. Arthur lui tendit la main pour le relever, mais il l'ignora en gémissant. « Vite, une ambulance !» Hassan retourna son canon vers la rangée de CRS pour chercher le contre-champ. « Pas de photo !» hurla un galonné. Arthur s'interposa. « On est journalistes, laissez-nous bosser. » Arthur continua à photographier les uniformes jusqu'à ce qu'une matraque s'élève au-dessus de la forêt de Callot. Arthur se précipita devant lui en brandissant sa carte de presse. Vlan, le bout de la matraque le toucha à l'arête du nez. Arthur lâcha sa carte, le choc le fit basculer en arrière. Il vit tournoyer le faîte des marronniers, des tilleuls, des chênes et du cèdre de Chine qui culminait à 18 mètres là-haut, tout près du dernier étage des immeubles haussmanniens qui bordaient la place. Et puis le ciel, un tapis cotonneux gris vert, avec une petite percée bleue zébrée par la traîne d'un avion qui filait vers l'est. Avant que sa nuque ne heurte la bordure de l'allée, il remarqua une tache sur les Timberland beiges d'Hassan. On dirait du sang, pensa-t-il, perdant connaissance avant d'avoir touché le sol. Donc là, c'est le début de l'histoire. Donc, ce pauvre Arthur se retrouve à l'hôpital. Et alors, je vais vous lire la suite où apparaît le personnage de sa fille, qui s'appelle Émilie. Émilie était allongée sur son lit. Émilie était allongée sur son lit, le téléphone coincé entre l'épaule et le menton. Elle se peignait les ongles de pied avec un vernis bleu pervenche pailleté d'argent. Elle ne prêtait aucune attention au clip de One Direction qui passait en sourdine sur YouTube. N'importe quoi, quel connard! À l'autre bout du fil, une voix nasillarde tentait de donner un peu de cohérence au récit de sa rupture, perturbée par des sanglots irrépressibles. Putain, quel enculé! Au loin, elle entendit Eddie l'appeler pour le déjeuner. « Faut que je te laisse, ma louloute, j'ai les Philippines qui m'appellent. » Elle laissa tomber l'iPhone sur son oreiller et termina le dernier ongle. Elle remua ses orteils pour les éventer, satisfaite de cette dernière touche. « Miss Emily, lunch is ready », répéta Eddie. « J'arrive. » Elle sauta au bas du lit, lissa son jean dont un pli ruinait le tombé et sautilla jusqu'à l'escalier en colimaçon.
L'appartement occupait les 2 derniers étages d'un hôtel particulier, à l'angle de la villa Léandre. L'odeur d'oignons frits la fit saliver. Elle sauta les 4 dernières marches pour atterrir dans le salon repeint en noir. Marianne, donc sa mère, ne supportant plus le blanc hôpital de tous les appartements parisiens. Émilie suivit les effluves jusqu'à la cuisine. Eddie avait déposé son assiette sur l'îlot central, un cheeseburger avec des frites et une poignée de roquettes, touche de verdure imposée par madame, qui finissait toujours à la poubelle. Émilie s'assit sur le tabouret et se versa une coulée de ketchup bio. Eddie s'était adossé à l'évier et il regardait bras croisés le journal de Jean-Pierre Pernaut. Elle regarda les images de la guerre au Mali, trouvant affreux les uniformes des soldats français. Les frites étaient croustillantes, elle en avala un bouquet avant d'attaquer le burger. Jean-Pierre Pernaut revint à l'écran avec une mine contrariée. Et maintenant, cette affaire qui touche à la liberté de la presse, un confrère travaillant pour le quotidien L'Avenir a été violemment frappé par des CRS qui évacuent un campement de réfugiés afghans ce matin à Paris, dans le 18e arrondissement. Arthur Berthier a été hospitalisé à l'hôpital Lariboisière. Émilie recracha sa bouchée en voyant une photo de son père apparaître sur TF1. « Putain, c'est Daddy, Eddie, monte le son !» Une douceur printanière enveloppait Venise en cette fin de matinée. Marianne ouvrit la fenêtre de sa suite junior qui donnait sur la lagune et elle aspira l'air marin en regardant vers la place Saint-Marc et la girouette d'or du campanile qui scintillait sous le soleil. Elle hésitait sur le programme de l'après-midi, visite du Guggenheim pour la collection Gianni Mattioli ou un saut à Murano pour acheter un lustre. Le riva de l'hôtel attendait sur le ponton, il suffisait de le réserver en descendant déjeuner. « Amour, tu peux fermer la fenêtre, s'il te plaît ?» Albin avait toujours été un peu frileux. Il referma les pans de son peignoir qui bâillait jusqu'au nombril. Il avait pris du poids ces derniers temps et il s'agaçait de cette ceinture abdominale qui résistait au programme de son coach. Pourquoi s'échiner à faire des pompes et du stretching pour en arriver là? Et ce roman qui n'avançait pas. Il avait cru que les mannes de Casanova et d'Alfred de Musset lui rendraient l'inspiration, mais depuis son arrivée, il était sec comme un vieux pecorino. Il jeta son Mac sur le couvre-lit et s'étira en regardant Marianne passer une robe noire qu'il ne lui connaissait pas. Quelle ligne, pensa-t-il, avec une pointe de jalousie. On déjeune au Sips, chérie, si tu veux, et j'ai envie de linguiner al vongole, et après je t'emmène à Murano. Marianne se souvenait de leur premier voyage à Venise, c'était juste après sa rupture avec Arthur. Une ombre passa sur son visage. Elle voulut chasser le souvenir de son ex, mais elle ne put s'empêcher de se demander s'il avait appelé Émilie, si le journal allait le virer et avec quelle traînée il passait ses soirées. Curieux comme la simple évocation du père de sa fille continua à lui porter sur les nerfs après toutes ces années. Elle se souvint du conseil de son psy. Reportez votre attention sur un bonheur tangible qui supplantera cette humeur néfaste. Facile à dire. Elle avait beau être dans un palace, avec son amoureux, prête à déguster les meilleures pâtes au coquillage du monde, avec un verre d'Orvieto, et voilà maintenant que le poison du souvenir lui gâchait cet instant. « Ça va, chou ?» demanda Albin, qui avait remarqué l'apparition d'une ride de contrariété au-dessus de son nez. « Oui, je m'inquiète un peu pour Émilie, qui est toute seule à Paris. Tu es sûr que tu veux aller à Murano ?» Marianne allait répondre que non, finalement, elle n'y tenait pas tant que ça, et qu'elle avait juste envie de faire un tour en riva sur la lagune pour se sentir décoiffée et vivante, mais la sonnerie de son BlackBerry détourna son attention. Une alerte Google, Arthur Berthier hospitalisé dans un état grave après une charge de CRS contre un campement d'Afghans. Elle crut d'abord qu'il s'agissait d'un homonyme, mais la suite de l'article ne lui laissa aucun doute. Son visage se décomposa et elle tendit le téléphone à Albin. « Merde, ce salaud va réussir à ruiner mon week-end. Tu as une alerte Google pour ton ex. Fais tes valises, on rentre. » Alors là, on revient à Paris. L'ambulance sentait le renfermé et la cigarette. Hassan s'accrocha à la portière pour ne pas tomber de son strapontin lorsqu'elle démarra en trombe. Arthur était allongé sur le brancard, suspendu avec un masque à oxygène sur le nez. Sa plaie avait été nettoyée et il ne saignait plus. Il avait l'air de dormir paisiblement malgré les embardées du chauffeur qui zigzaguait dans le trafic. La sirène 3 tons résonnait de façon assourdie dans l'habitacle. L'infirmier assis à ses côtés lui envoyait des SMS en se tenant à une sangle de l'autre main. Il n'avait pas jeté un coup d'œil à Arthur depuis le départ du square. Hassan allait lui demander de vérifier que tout allait bien lorsqu'il vit Arthur ouvrir les yeux. Il donna un coup de coude à l'infirmier qui abandonna son texto à contre-cœur. Il se pencha vers Arthur et lui demanda de cligner les yeux s'il l'entendait. Un double battement rassura Hassan. L'infirmier lui expliqua qu'il ne fallait pas bouger jusqu'à Lariboisière où il allait passer des examens. Arthur se sentait cotonneux.
C'était la première fois de sa vie qu'il perdait connaissance sans avoir consommé de produits stupéfiants. Il avait mal à la tête et aux bras, mais rien ne semblait cassé. Arthur lui prit la main. « Putain, tu m'as foutu les jetons !» Arthur tenta de répondre, mais le masque l'empêchait de parler. L'infirmier lui fit signe qu'on arrivait à l'hôpital et l'ambulance pila devant l'entrée des urgences. « Mais je te dis qu'ils l'ont massacré, il a la tête comme une pastèque, ils sont en train de lui faire un scanner. »« Non, je pense pas qu'il sortira ce soir. »« Une photo de quoi ?»« Putain, mais t'es con ou quoi? Tu crois quand même pas que j'allais shooter mon pote le nez en sang? Tu me prends pour qui? Par contre, j'ai de l'Afghan qui se fait tabasser si ça t'intéresse. Attends. » Il fit défiler les photos sur l'écran de son Canon. « J'en ai une qui est pas mal. Un moustachu qui se prend 3 coups de matraque en même temps, je te l'envoie. » Avant d'entrer dans le caisson de l'IRM, un infirmier lui plaça un casque sur les oreilles pour couvrir le cliquetis de l'appareil. Arthur s'attendait à de la musique d'ascenseur lorsqu'il entendit les premières notes de City Life d'Harry Nilsson. Une bonne étoile veillait sur lui. Il se souvint d'un papier qu'il avait écrit des années auparavant sur la malédiction du 9 Curzon Place à Mayfair à London, là où 2 rockstars étaient mortes en 4 ans d'intervalle dans le même appartement prêté par Nilsson. Mama Cass, retrouvée décédée sur le canapé le 29 juillet 1974. Il avait suffi que le légiste évoque la présence d'un sandwich sur une table masse pour que la presse s'emballe. L'ex-chanteuse des Mamas et des Papas meurt étouffée par une tranche de jambon, tellement plus sexy qu'une crise cardiaque. 4 ans plus tard, Harry Nilsson loua son appartement à Keith Moon, le fantasque batteur des Who. Au lendemain d'un dîner avec Paul et Linda McCartney, Keith se réveilla d'une humeur massacrante. Il demanda à sa fiancée Annette Walterlax de lui préparer un steak. La jeune Suédoise, qui ne goûtait guère les odeurs de grillons au saut du lit, commença à se plaindre. « If you don't like it, you can fuck off ». Depuis qu'il essayait d'arrêter de boire, Keith n'était pas à prendre avec des pincettes. Elle jugea préférable d'éviter une pénible discussion et avec bris de vaisselle, et elle se leva pour aller cuisiner, en se demandant en quoi sa condition de femme de rockstar était finalement si différente de celle de sa mère qui devait préparer au même moment le déjeuner de son père. Keith Moon avala son steak sans dire un mot, en regardant à la télé l'abominable Dr. Phibes avec Vincent Price et Joseph Cotton. Puis il retourna se coucher en avalant 32 pilules d'héménévrine, un médicament contre l'alcoolisme. Une prise déraisonnable, un quart de cette dose aurait suffi à le tuer. Le légiste découvrit que seules 5 de ces pilules étaient dissoutes lorsque son estomac cessa de fonctionner. Arthur méditait sur l'absurdité de l'existence lorsque le cliquetis de l'IRM l'interrompit. Il descendit de l'appareil pour retourner sur le brancard en attendant le résultat. Le médecin tapait le compte-rendu avec 2 doigts sans un regard pour lui. Arthur s'accouda en se raclant la gorge. « Alors, docteur ?» « Restez couché, monsieur Berthier, l'IRM ne montre rien d'anormal, mais on va vous garder en observation pendant 24 heures. » Arthur s'allongea, rassuré. L'écho de l'IRM lui battait aux tempes, il n'avait qu'une envie, prendre une dose massive d'aspirine et dormir pendant une semaine. L'infirmier manœuvrait le brancard à toute vitesse en frôlant le mur, et il prit le couloir vers l'ascenseur. Arthur vit défiler les gaines argentées qui serpentaient au plafond. Il aurait juré que certaines bougeaient, qu'elles se rapprochaient et s'éloignaient comme les tentacules d'un alien qui le surveillait en attendant le moment propice pour fondre sur lui, l'avaler et recracher le brancard. Arthur avait de plus en plus mal au nez et à la nuque. À l'arrivée aux urgences, on lui avait demandé s'il souhaitait prévenir quelqu'un et il n'avait pas su quoi répondre. Sa fille, inutile de l'inquiéter pour l'instant, ses parents, morts tous les deux, sa dernière relation stable, Lucie, ou plutôt Armelle, à moins que ce soit Jenny, tout s'embrouillait dans un collage de visages superposés. Il faillit donner le nom du barman de l'Élysée-Montmartre, mais Hassan intervient en disant qu'il s'en occupait, et il ajouta « Vous croyez vraiment que c'est le moment de pourrir avec des problèmes administratifs? Vous voyez bien qu'il est en train de décéder. » « Ne vous inquiétez pas, à première vue, c'est juste une contusion. »« Ah, ça m'étonnerait, s'énerva Hassan. Avec tout ce qu'il a pris, il a au minimum une fracture du crâne. » « Laissez faire les médecins, monsieur, je comprends votre inquiétude, mais je vous assure qu'il est entre de bonnes mains. Vous êtes son compagnon? Pardon? Vous êtes en couple, pacsé? Mais pas du tout, c'est un collègue de travail, qu'est-ce que vous allez imaginer? » L'infirmier conduisit Arthur chambre 234, où il l'installa sur le lit avec interdiction de se lever jusqu'au passage du médecin. Il joua un peu avec la commande du relève-buste jusqu'à trouver la bonne inclinaison, et il prit son iPod. Arthur fit défiler les morceaux en se souvenant qu'il y avait une chanson pour chaque circonstance. If I Should Die Tonight de Marvin Gaye, Fresh Blood des Hills, Killing Me des Cooks, Dead and Gone des Black Keys. Finalement, il opta pour un requiem, Hurt de Johnny Cash,
et il ferma les yeux, bercé par la voix d'outre-tombe de l'homme en noir. Il rêvait qu'il buvait un Jack Daniels avec Keith Richards lorsqu'une tape sur l'épaule lui fit ouvrir les yeux. Une blouse blanche était assise au bord du lit. Arthur retira ses écouteurs et essaya de se relever, mais une main le plaqua sur le matelas. « Veuillez rester allongé, monsieur Berthier, s'il vous plaît. Je suis le docteur Spaff, chef du service de neurologie. » Arthur se demanda s'il était bon signe qu'un mandarin se déplace à son chevet. Son état était probablement beaucoup plus préoccupant qu'il ne paraissait. Il se raidit dans l'attente de l'annonce d'une hémorragie cérébrale, avec une espérance de vie limitée à une douzaine de minutes, mais le neurologue le rassura. Tous les examens que nous avons pratiqués ne montrent aucune lésion cérébrale. Toutefois, pour plus de sécurité, vous allez passer la nuit dans le service. Il arrive à la suite d'un choc qu'une deuxième perte de connaissance survienne, ce qui est généralement le signe d'une compression du tronc cérébral avec la formation d'un hématome extradural. Si je comprends bien, je suis pas encore mort, mais ça n'est que partie remise. C'est notre lot commun, mais rassurez-vous, les probabilités sont de votre côté. Plus le temps passe et plus vous aurez des chances d'en réchapper. Dites-moi, monsieur Berthier, votre affaire mobilise la presse. Vos collègues font le siège du Standard. J'ai interdit pour l'instant qu'on vous passe les communications, mais si vous voulez faire des déclarations, je ne m'y oppose pas à condition que vous restiez allongé. Dites-leur d'aller se faire foutre, docteur. Avec plaisir. Après le départ du neurologue, Arthur prit son téléphone et découvrit 18 appels en absence, 15 messages et 37 textos. Il appela Émilie qui décrocha à la deuxième sonnerie. « Daddy, putain, ça fait 10 fois que je t'appelle. »« Excuse-moi, mes chéris, j'étais dans le coma. J'ai rencontré une matraque au coin d'une rue. Je suis au courant, on parle que de ça à la télé. J'ai cru que ces enculés t'avaient tué. » « Pas tout à fait, tu vois. Normalement, je sors demain. Tu n'es pas encore débarrassé de ton vieux père. »« Repose-toi bien, Daddy, je te laisse. Il faut que j'appelle toutes mes copines. » « Pourquoi ? » Pour leur dire de regarder la télé. Bise. Effectivement, l'affaire tournait en boucle sur les chaînes d'infos. Arthur apprit en zappant qu'il était dans un état grave, grièvement blessé, en réanimation, en coma artificiel avec un pronostic réservé. Devant les urgences de la Riboisière, les reporters meublaient avec des mines de circonstance, une attaque inédite contre la presse, un confrère qui avait décidé de revenir sur le terrain pour retrouver l'essence même du journalisme sauvagement frappé par un CRS, entre la vie et la mort pour avoir voulu témoigner. Descroix avait tenu une conférence de presse devant l'entrée du journal, de manière à ce que le logo du quotidien soit bien visible en arrière-plan. La mâchoire crispée, il confiait son inquiétude pour ce confrère exigeant, et il s'en prenait au gouvernement en se demandant si des consignes avaient été données pour intimider la presse. « Sommes-nous en France ou en Corée du Nord ?» lançait-il en plissant les yeux comme un pistolero qui s'apprête à faire feu sur le shérif. Le ministère de l'Intérieur avait publié un communiqué annonçant l'ouverture d'une enquête administrative et la suspension du CRS en attendant le résultat des investigations. Arthur éteignit la télé, fatigué d'entendre parler de lui. Son mal de tête ne passait toujours pas. Il croyait sentir l'hématome extradural s'installer dans son lobe droit et pousser les dernières zones saines contre la boîte crânienne pour prendre le contrôle de son cerveau. Il prit son iPhone et choisit la liste Cool 2, qui commençait par Heart of the Country de McCartney, suivi de This Town de Sinatra et de Paige Tropical de Winston Simonal, et il s'endormit avant le passage du dîner, ratant les carottes râpées, un suprême de poulet au haricot beurre et une golden fripée. Voilà, je ne sais pas quelle heure il est. Bon. Ben, merci. Merci.